le diabète. C'est sur son travail, sur ses études, sur son travail actuel qu'elle aimerait s'échanger avec vous. Elle a déjà eu beaucoup de distinctions, notamment le prix Irène Joliot-Curie. Ce prix-là est décerné, elle a eu en 2014, si j'ai bien retenu, et c'est un prix qui est décerné à des femmes qui font beaucoup pour la recherche ou qui sont excellentes en recherche, ce que Madame Sikris est effectivement. Et elle cherche à promouvoir la recherche auprès des filles, qui sont un peu, on pense en tout cas que les filles sont moins intéressées à la recherche. Pour les garçons, c'est peut-être plus évident, mais elle s'est donnée pour objectif donc de promouvoir la recherche ou le goût de la recherche aussi chez les filles. Alors, Madame Ziglist, vous avez devant vous 2 classes de sciences naturelles de notre lycée. C'est une classe de 3e, ce qui correspond à la seconde en France, et une classe de 2e, ce qui correspond à la première en France. Nos classes terminales, les premières, comme vous l'avez dit, nos classes terminales sont sur la dernière ligne droite de l'examen de fin d'études du bac. Voilà pourquoi on n'a pas pu les inviter aujourd'hui, mais ce sont 2 classes qui sont très intéressées. Vous allez voir, cette rencontre va, je suis sûr, très très bien se dérouler. Cette rencontre a été rendue possible grâce à l'Institut français, qui est représenté ici par Madame Daniel, et je peux vous dire qu'on a une très bonne coopération entre l'Institut français et l'Athénée, et je vous remercie vivement donc d'avoir pu rendre possible cette rencontre ici. Alors je vous ai déjà présenté aussi les 2 professeurs, les 2 classes, ce sont des professeurs de biologie, donc, qui les ont donc en biologie, mais à côté de la biologie, il y a aussi M. Robinet, je le vois ici, c'est le professeur de physique, une des 2 classes. Alors en sciences naturelles, on met beaucoup de poids sur la biologie, la physique, la chimie et les mathématiques. Mais ils ont à côté aussi les langues, qu'ils aiment aussi, mais ils sont plus axés sur les sciences naturelles. Voilà, avec ça, je suis très heureux de vous accueillir ici, dans nos locaux provisoires, mais quand même pas mal, je dirais. Malheureusement, on n'a pas de très grande salle, sinon on aurait pu encore inviter une ou l'autre classe supplémentaire. Mais avec ces 2 classes-là, je pense que ça va très bien se dérouler. Je vous passe en tout cas la parole. Merci d'être venu. Tu peux juste... Oui, oui, je vous en prie. Bonjour à tous. Donc, comme M. Salentini l'a dit, je représente l'Institut français du Luxembourg. Donc, au nom de la directrice de l'Institut français, Corinne Bellac, je voulais vous présenter nos missions. Donc, l'Institut français du Luxembourg a notamment pour mission de promouvoir les études en France, de promouvoir la culture scientifique, la coopération universitaire et scientifique entre la France et le Luxembourg. Une de nos missions également est de promouvoir la langue française, et d'ailleurs on a eu ici à l'Athénée, peut-être que vos camarades vous en ont parlé, un atelier slam. Il y a quelques semaines. Voilà, qui avait très bien fonctionné. Voilà, il y a peut-être des élèves qui y ont participé d'ailleurs, donc je les salue. Et voilà, et donc on salue aussi cette belle coopération avec le lycée de l'Athénée, et je laisse maintenant la parole à Séverine Sigris qui aura plein de choses à vous dire et qui va sans doute vous encourager vers des études scientifiques. Merci. Ils y sont déjà. Oui, ça me rappelle quelques années avant. Alors je ne vous donnerai pas de chiffres, comme ça vous ne saurez pas mon âge. Un peu de coquetterie. Alors, moi je suis là effectivement aujourd'hui pour un peu vous décrire mon parcours scientifique. Alors pour essayer de vous convaincre aussi que vous allez voir que ce que vous apprenez aujourd'hui, ce que vous allez apprendre demain et encore après-demain est essentiel pour ce que vous allez faire demain, c'est-à-dire dans quelques années, et aussi pour, on va dire, débloquer des verrous, parce que je pense pas, alors d'expérience, je pense pas que les femmes ont peur des carrières scientifiques. Je pense que, enfin en tout cas, ne s'orientent pas vers des carrières scientifiques ou du choix, mais quand on m'a posé la question à moi, je pense les femmes se mettent plus des verrous
psychologiques dans leur évolution propre, hein, qui font qu'à un moment donné, elles n'osent pas y aller. Et donc, je vais un peu vous donner moi mon parcours à moi. Alors l'objectif, c'est que aussi je réponde à vos questions. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je ne l'ai pas fait. Et aussi que je puisse répondre à des questions. Je vais vous parler de mon parcours à moi, mais aussi ce que j'ai fait dans le domaine de la recherche sur le diabète. On en a parlé un peu tout à l'heure avec votre directeur, pour montrer que les choix, ils peuvent vous paraître très cornéliens aujourd'hui, en me disant, oui, mais si je faisais ça, si je faisais ça, comment ça se passerait? Et que je pense que les choix professionnels doivent être en amont, toujours guidés par une passion. Si aujourd'hui vous êtes vous orientez vers des carrières scientifiques et que ce que vous faites au quotidien, alors je ne dis pas que tout nous plaît dans tous les cours qu'on fait, mais ce que vous faites au quotidien ne vous plaît pas, il faut déjà vous poser des questions parce que la passion, elle est essentielle dans le travail qu'on va faire aujourd'hui. Moi, je suis guidée au quotidien par ma passion, je suis guidée au quotidien parce que ce que j'aime faire, et si je me suis orientée dans cette voie-là, c'est bien parce qu'au départ, c'est vers ça que l'enseignement me plaisait. Quand on m'enseignait les sciences de la vie, j'étais passionnée parce que je trouvais qu'il y avait une application à ce que je voyais au quotidien. Alors, mon origine à moi, elle est la même que vous aujourd'hui. J'étais en filière scientifique, hein. Je suis une seconde, une première S et une terminale S. Et arrivé en terminale, la question est venue, voilà, vous l'avez aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire plus tard? Et je n'avais pas la réponse à la question. Alors, je pense que vous ne l'avez pas tous aujourd'hui, mais la réponse, je ne l'avais pas. Par contre, je savais ce que je ne voulais pas faire. Et ce qui me plaisait vraiment, c'était les sciences de la vie. C'est-à-dire tourner, apprendre ce qui se passe, les maladies, les pathologies, tourner autour de ça. Donc j'ai commencé par faire, je suis originaire de l'ouest de la France, à Tours très exactement, par faire 2 années, ce qu'on appelait à l'époque de DUG, qui aujourd'hui s'appelle les années de licence, en sciences et vie, en biologie, biochimie et géologie exactement. Et au bout de ces 2 années, j'ai obtenu mon DUG, mais j'étais un peu frustrée de me dire, bon c'est bien, mais en fait on est à 4 sur un TP, un peu la réalité, hein, c'est-à-dire vous êtes en TP dans la fac, vous êtes plus nombreux. On est à 4 à manipuler la même chose, et donc je dis, voilà, je veux autre chose, je vais aller voir ce qui se passe vraiment sur le terrain. Et donc je suis venue faire un magistère de chimie-biologie, alors c'est une formation qui n'existe plus aujourd'hui parce qu'elle était très coûteuse, et on n'était que 12. Et un magistère qui m'a permis en fait de papillonner entre des licences de chimie, de biochimie, de biologie, en me disant, je veux voir au travers de toutes ces sciences, finalement, laquelle m'intéresse le plus. En fait, tous les matins j'étais en cours, et tous les après-midi j'étais en laboratoire de recherche. Donc j'ai fait un stage en chimie de synthèse, j'ai fait un stage en physiologie, j'ai fait un stage en biophysique, donc toutes ces matières que directement vous êtes en train d'apprendre aujourd'hui. Puis j'ai fini par un stage en pharmacologie, et c'est là que je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Synthétiser une molécule, puis pas savoir ce qu'elle va faire. C'était intéressant, j'ai adoré la chimie, la synthèse, faire des réactions chimiques, je trouvais ça génial, mais je voulais aller plus loin. Et donc, la pharmaco, c'est ce qui correspondait le mieux, c'est-à-dire voir une molécule et comment cette molécule agit jusqu'à une pathologie. Donc, je me suis orientée avec un DEA de pharmacologie, sur lequel j'ai travaillé sur une maladie génétique qui était la myotrophie spinale infantile. Et très tôt, en fait, au travers des pathologies qui étaient celles de la myotrophie dans ce cas-là, j'ai été mis en relation avec des patients. Donc, avec des gens qui portaient la maladie et sur lesquels vous les avez en face de vous, et vous êtes le chercheur qui porte un peu l'espoir de demain pour ces patients. Et je me suis dit, voilà, ma recherche, je veux qu'elle soit tournée vers le patient, je ne veux pas faire la recherche qui soit la recherche qui n'intéresse que moi-même, l'image du chercheur enfermé dans son labo, on en est loin aujourd'hui, donc ce n'était pas mon choix. J'ai à ce moment-là travaillé aussi de me dire, je vais faire une thèse. Voilà. Finalement, je vais continuer dans cette voie-là. J'ai eu un magistère, donc je vais faire une thèse. Alors, si je vous dis, là, je suis à Bac plus 5, le choix de faire une thèse, c'est Bac plus 8. Donc là, ça semble déjà être un chiffre qui vous paraît aujourd'hui, je pense, c'est astronomique. Est-ce que déjà, quelqu'un s'est déjà posé la question de ce qu'il allait faire après? Est-ce que le mot thèse vous parle? Est-ce qu'une thèse de science, on a déjà entendu parler? Est-ce que... Non? Pas du tout. Donc, master, vous avez déjà entendu. Après le bac, on peut faire 5 années d'études. Après les 5 années, c'est de faire le choix de faire 3 années supplémentaires. 3 années, alors, à juste titre, on va dire que c'est 3 années, puisqu'à la fin, vous terminez docteur en sciences, donc c'est un bac plus 8. Par contre, il faut savoir que c'est 3 années qui sont payées. Vous avez un statut de salarié dans le laboratoire où vous effectuez ces 3 années de recherche,
mais vous avez un statut aussi étudiant, parce que vous apprenez pendant 3 ans à faire de la recherche. Donc, moi j'ai effectué pendant 3 ans cette recherche sur cette maladie génétique, sur de la thérapie cellulaire. J'ai obtenu ma thèse, puis là arrive l'après-thèse, qui va dire qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a la thèse, Bac plus 8. Et là vous arrivez sur l'image il y a quelques années où on disait voilà, vous êtes surdimensionné, c'est-à-dire trop diplômé. Vous avez trop de diplômes, est-ce que vous allez intéresser les gens sur le marché? Et là on en revient au choix cornélien qu'on se pose à votre âge. Est-ce que je fais un métier pour le cœur, ce qui m'intéresse? Est-ce que je fais un métier pour l'argent? Et où est-ce que je fais un métier pour faire plaisir à mes parents? Donc il y a aussi ça, c'est une réflexion que vous pouvez avoir quand à un moment on fait ça, elle voit bien que vous fassiez la même chose, etc. Et je peux dire d'expérience, pour avoir traversé cette étape-là, que mon choix d'avoir fait un métier pour le cœur, vraiment pour ce que j'aimais, c'est le meilleur choix que j'ai pu faire dans ma vie. Parce que vous allez rencontrer des moments de galère. Dans une thèse, c'est ça, c'est 3 années de recherche, c'est dur, parce que ça porte le nom de recherche. Et un chercheur, en général, j'explique ça aux gens qui sont dans mon laboratoire aujourd'hui, c'est 10 essais, un réussi. Donc tous les jours, il faut y retourner, se poser la question, est-ce que ça va marcher? Parce que vous cherchez, vous n'avez pas un cours où on vous dit, ben voilà, la réponse c'est celle-là, vous devez l'obtenir. Non, vous ne savez même pas ce que vous allez obtenir comme réponse. Et donc, ce choix-là de me dire la passion, elle est essentielle, c'est ce que j'inculque aujourd'hui aux gens qui travaillent chez moi. Quand cette passion, elle n'est pas là, ça ne fonctionne pas. Et la deuxième chose, c'est de se dire que on va traverser un certain nombre d'étapes. Vous allez voir aussi comment on peut évoluer au travers de la recherche. Donc une fois que cette thèse est obtenue, on est content, j'ai le diplôme de docteur en sciences, j'ai un joli diplôme, mais ça ne me donne pas encore du travail. Donc derrière, il faut effectivement rechercher. Alors moi j'ai fait un choix, et là, mesdemoiselles, vous allez voir que le choix d'une femme devient plus compliqué encore, puisque mon choix a été de dire, je me suis mariée, je vais avoir un enfant. Et là, je vais avoir un enfant, mais je vais être docteur en sciences, donc je trouve un poste. Et j'avais un poste en Suisse, avec très bien payé, en Suisse, un postdoc. Un postdoc, c'est 2 ans, ils peuvent se renouveler 2 ans. Et là, j'ai eu ma thèse, j'ai eu ma fille, et j'ai refusé mon postdoc. Et là, on m'a dit, je suis une grande malade, parce qu'en refusant mon postdoc, ma carrière est fichue. Je n'ai pas fait une carrière à l'étranger, je vais rater tout ce que j'ai, ce pourquoi je me suis investie. Et en moi-même, je me suis dit non, parce que finalement, un postdoc, c'est pas ce que je veux faire. Un postdoc, c'est peut-être de refaire un poste pendant 2 ans, j'ai commencé 2 ans après. Et je me suis dit, pourquoi je ne vais pas tout de suite me poser la question de ce que finalement je peux apporter à la recherche. Comme j'ai dit, je suis Bac plus 8, mais en fait je suis Bac plus 5, mais j'ai 3 années d'expérience professionnelle. Bac plus 8, c'est le nom du diplôme, donc pendant 3 ans j'ai travaillé, et je vais aller vendre ce service dans une structure qui va peut-être répondre un peu plus à mes exigences. Et alors d'ailleurs, j'ai fait le choix d'aller dans un petit laboratoire avec 2 personnes. C'était une association qui s'appelait le Centre européen d'études du diabète. Alors le nom était beaucoup plus grand que finalement le laboratoire en lui-même. On était 2 et de les convaincre en disant, voilà, moi je pense que je peux apporter du développement à votre laboratoire. Et ce qui m'intéresse, c'est que c'est une association. Et comme j'ai dit, mon premier sujet était un sujet tourné vers le patient, était l'amyotrophie spinale, et là c'était le diabète. Tourné vers le patient, et je me dis, c'est ça en fait. Je vais votre association, je peux apporter des projets de recherche, mais pas des projets de recherche qui vont intéresser que la recherche. Des projets de recherche qui vont être tournés vers le patient. Donc mon discours a marché. J'ai été embauchée. Alors pour la petite histoire, on n'était plus que 2 candidates à la fin. Et ce qui avait fait quitter mon postdoc, qui était la naissance de ma fille, a fait que j'ai eu ce poste. Parce que contrairement à la personne qui avait postulé en face de moi, qui était aussi une femme, elle venait de se marier mais n'avait pas encore d'enfant. Donc ils ont dit, elle a déjà eu son enfant, on va être tranquille, celle-là, elle l'a pas. Donc là, je repose quand même la problématique d'être femme dans ce métier. Il y a quand même un certain nombre de choses qui font qu'à un moment donné, là, ça a été ma chance à moi. Et ce laboratoire aujourd'hui que je dirige, donc j'y suis rentrée en 2000, aujourd'hui c'est 20 personnes et c'est 3 projets de recherche. Alors, quand je suis arrivée, c'était un projet de recherche en balbutiement. Et donc, en fait, je suis rentrée dans ce laboratoire avec vraiment cette motivation d'être tournée vers le patient, de le rencontrer tous les jours parce que c'était une association. La notion que j'avais un peu moins, c'est que j'allais passer beaucoup de mon temps à faire de la recherche, mais surtout à chercher de l'argent. Parce que c'est le nerf de la guerre dans la recherche. Quand on me demande ce que je cherche, vous êtes quoi comme formation? Je dis je suis chercheur et on me répond ce que je cherche. Je dis que je suis une femme vénale et que je cherche de l'argent. Et c'est effectivement aujourd'hui une grande partie de mon activité, financer l'activité de recherche pour les projets. Aujourd'hui, c'est 20 salariés, c'est 20 CDI, donc c'est 20 postes fixes, contrairement à 2.
c'est quasiment que des chercheurs, mais avec des projets de recherche qui sont tournés vers le patient. Donc, on est sur le diabète, vous avez sûrement entendu, voilà, vos professeurs sont là, entendu parler du diabète, la pathologie qu'est le diabète. La réflexion n'a pas été de dire, nous, on va inventer la molécule de demain. Voilà, on va faire un gros brevet sur une grosse molécule. Ma réflexion est de dire, comment aujourd'hui, sur un patient diabétique, on peut améliorer sa qualité de vie. Faire en sorte que finalement, il vive mieux son diabète. Alors pour ça, un des premiers projets de recherche qu'on a développé, alors qui va sembler, quand on y réfléchit comme ça, c'est pour ça que je vais vous expliquer que la recherche, c'est pas si compliqué, ça a été pourquoi on ne mettrait pas de l'insuline par voie orale. Finalement, l'insuline, les gens se piquent, etc. Ça, c'est un projet qu'on a débuté en 2002, on a déposé un brevet. Aujourd'hui, on est en phase d'industrialisation d'un concept qu'on a développé en 2002. Donc ça veut dire que de l'idée, alors ça a été 2002, on est en 2015, 13 ans de développement, d'amélioration. On a travaillé, et vous allez voir qu'on a besoin de tout, on a travaillé sur du développement de systèmes nanoparticulaires. Donc on avait besoin de la physique, de la chimie. On a travaillé sur de la biodisponibilité, donc là on avait besoin de la biologie. Et tout ça aujourd'hui permet que d'une idée au départ, d'un concept qui est de dire améliorons la qualité de vie du patient, alors c'est facile à dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Des patients qui font des injections pluriquotidiennes d'insuline, pourquoi ne pas leur administrer l'insuline par voie orale? Alors je vous dis, on est en phase d'industrialisation. De là à ce que le produit soit sur le marché, c'est encore 10 ans. Donc je dis parfois, un projet de l'idée au produit, c'est quasiment toute une vie consacrée au développement d'un produit. Alors ça, c'est un des projets de recherche. Un deuxième a été de dire, finalement, dans le diabète de type 2, on a une prédisposition forte entre diabète de type 2 et obésité. On va travailler sur l'alimentation et l'obésité. Et donc là, on a travaillé sur le développement sur des animaux, de modèles de diabète liés exclusivement à l'alimentation. C'est pareil, c'est assez marrant à expliquer. On leur a donné de la nourriture riche en graisse, de la nourriture riche en graisse et en sucre. Et on a essayé de voir comment la prise de poids influait sur l'apparition du diabète. Et on a montré que si vous mangez tous les jours McDo, par exemple, eh bien, vous allez devenir diabétique très très vite, puisqu'en 6 mois, Nora devient diabétique en mangeant un régime riche en sucre, donc, soda, et riche en graisse, donc, des frites, hamburgers. Donc ça c'est pareil, c'est simple. Ça peut paraître simple à dire, mais c'est des travaux qui sont assez longs et sur lesquels on est arrivé à mettre en pratique une idée vers un modèle. Et aujourd'hui, on travaille vraiment au développement toujours de l'alimentation. Alors là, c'est dire, voilà, comment on peut, sur quelqu'un qui a pris énormément de poids, jouer sur l'alimentation. Alors on joue sur l'alimentation, on joue sur l'activité physique, on joue non pas sur des médicaments, mais sur des compléments qu'on peut ajouter dans l'alimentation. On travaille sur des choses que vous allez connaître, le thé vert, parler. On voit que par exemple ça c'est très bon, on travaille sur des polyphénols qui sont des antioxydants et tout ça on ajoute ça dans l'alimentation pour voir comment on peut évoluer. Et là on arrive à des projets qui du coup commencent à intéresser les gros groupes pharmaceutiques. Donc on arrive finalement à commencer à pouvoir financer notre recherche au travers de brevets, au travers de choses qui au départ, comme je dis, mettre de l'insuline par voie orale ne semble pas être quelque chose qui est complètement innovant. Sauf que techniquement c'est au départ, de l'idée, c'est quasiment impossible. C'est-à-dire de l'idée au produit, c'est... Donc voilà pour le deuxième programme. Et le troisième programme a été plus orienté sur la thérapie cellulaire. C'était, si vous vous souvenez, mon premier domaine d'activité au départ, quand j'ai commencé à travailler sur la myotrophie. Et là, le concept, c'est de dire finalement, rien n'est... l'idée est plutôt de dire que rien n'est définitif dans une pathologie. C'est pas parce que des cellules sont mortes qu'on peut rien faire. Et là, on travaille sur l'aspect cellules souches, cellules génétiquement modifiées, thérapie cellulaire. Et donc dire, est-ce qu'on est capable de guérir une pathologie où les cellules sont détruites? Et là, vous êtes sur le diabète de type 1, insulinodépendant. Qu'est-ce qui se passe? Les patients sont obligés de s'injecter pluriquotidiennement d'insuline. Et donc, la thérapie cellulaire du diabète, c'est pareil. Là, c'est pas moi qui ai eu l'idée un jour de dire on va faire de la thérapie cellulaire dans le diabète. Il y a eu des équipes qui travaillaient dessus, avec plus ou moins de succès. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, ça existe. On prend un organe, dans le cas d'un don multi-organe, dans le cas d'une mort clinique de patient, on isole les cellules qui sécrètent de l'insuline et on les transplante à un patient diabétique de type 1. Cliniquement, ça marche. En termes de faisabilité, c'est pas possible. Il faut 3 à 6 pancréas pour un seul patient. Alors, si vous connaissez la problématique de la pénurie et du don d'organes, vous comprenez bien que traiter tous les patients diabétiques de type 1, c'est pas possible. Alors nous, notre